Вітаю всіх і привітаємо нашого гостя. The floor is yours. Bonsoir. Добрий вечір. Très content d'être avec vous ce soir et je remercie beaucoup les organisateurs de cette université et mon collègue professeur ici à la Polytechnique qui vient d'introduire cette conférence. Je voudrais vous parler de la dette publique, en particulier des dettes publiques illégitimes et comment les dettes publiques illégitimes peuvent être identifiées. Je vous parlerai aussi d'expériences concrètes, d'audits des dettes et de conflits autour du remboursement ou non de la dette, que ce soit dans le cas de la Grèce ou dans le cas de l'Argentine et de l'Équateur et de l'Islande. Je voudrais que mon objectif principal, c'est de vous communiquer une analyse et des expériences afin que vous utilisiez cette analyse et cette expérience en l'adaptant à la réalité de votre pays, l'Ukraine. Bien sûr, il y a des différences très importantes entre la Grèce et l'Ukraine, entre l'Équateur et l'Ukraine, entre l'Islande et l'Ukraine, mais il faut être capable de tirer de certaines expériences des enseignements qui sont utilisables dans une réalité spécifique comme celle de l'Ukraine. Alors d'abord quelques éléments d'introduction générale. La dette publique constitue dans une grande majorité de cas un système de transfert des richesses produites par le peuple vers les créanciers. Les créanciers, la plupart du temps, sont de très grandes banques privées, étrangères ou nationales, des fonds d'investissement privés, des fonds spéculatifs ou des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international. Et dans certains cas, des États. Les États sont créanciers aussi. C'est le cas notamment de la Russie qui est créancière de l'Ukraine pour un montant, je crois, de 3,5 milliards environ de dollars prêtés à l'Ukraine il y a quelques années. Alors, je vous dis que c'est un moyen de transfert du peuple vers les créanciers parce que généralement pour rembourser la dette publique, les États détournent une grande partie des impôts qu'ils prélèvent sur la population pour rembourser les créanciers. Et bien sûr, normalement, les impôts doivent servir à faire fonctionner l'État, à faire en sorte que l'État puisse garantir à la population une éducation publique qui fonctionne correctement, un système de santé qui fonctionne correctement, une défense nationale et une sécurité du pays. Or, si une grande partie des impôts servent à rembourser les créanciers, on peut parler d'un détournement, d'une déviation du produit de l'impôt que paye la grande majorité du peuple. J'ai dit que la dette publique constitue un moyen de transfert de la population vers le créancier. J'ajoute que la dette publique constitue un moyen de domination ou un moyen de subordination. Les créanciers utilisent leur situation de créancier à l'égard d'un pays donné pour lui dicter des politiques précises favorisant ses propres intérêts de créancier. Si vous étudiez les documents, par exemple, publiés par le Fonds monétaire international sur l'Ukraine, le Fonds monétaire international est un créancier important de l'Ukraine, vous vous rendrez compte dans les documents du FMI ou dans les documents envoyés par le gouvernement ukrainien au FMI que pour rembourser la dette ou pour recevoir de nouveaux prêts, le gouvernement ukrainien s'engage à réaliser toute une série de politiques, notamment de privatisation ou d'augmentation des tarifs pour l'énergie, pour le chauffage, ou de réduction de l'emploi dans les services publics, ou de réduction des salaires, toutes politiques qui sont imposées par le Fonds monétaire international dans le cadre de ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel.
Et donc il y a un subterfuge qui est utilisé dans les relations, par exemple, entre l'Ukraine et le Fonds monétaire international. Le subterfuge est le suivant: le gouvernement écrit au Fonds monétaire international ce qu'on appelle une lettre d'intention. Et le gouvernement décrit toutes les mesures qu'il va prendre. La dernière lettre d'intention que le gouvernement ukrainien a envoyée au Fonds monétaire international date du 27 juillet 2015, de cette année. Donc le gouvernement ukrainien, comme les autres gouvernements qui sont endettés à l'égard du FMI, disent au FMI: nous voulons réaliser ces politiques-là, alors qu'en réalité, c'est le FMI qui écrit la lettre et qui dit au gouvernement: vous devez nous envoyer cette lettre, parce que vous devez apparaître comme responsable des politiques que nous vous imposons. Si vous faites une comparaison scientifique entre toutes les lettres d'intention envoyées par différents gouvernements de pays qui sont à différents points de la planète au Fonds monétaire international, vous verrez que les lettres d'intention sont toutes rédigées exactement selon la même logique. Et donc que ce n'est pas le pays qui produit de manière originale cette lettre d'intention, c'est un modèle pro forma qui est appliqué et imposé aux différents pays qui reçoivent les crédits du Fonds monétaire international. C'est très important pour la société civile, pour les citoyens, de se poser la question: est-ce que la dette publique que mon pays rembourse, en appliquant toute une série de mesures d'austérité, est-ce que cette dette publique est légitime? Et si elle n'est pas légitime, est-ce que mon pays doit continuer à rembourser cette dette? Alors ici, ça demande quelques définitions. Je vais donner 4 définitions très simplifiées. Je vais dire ce qu'est une dette illégitime, ce qu'est une dette illégale, ce qu'est une dette odieuse et ce qu'est une dette insoutenable. Donc une dette illégitime, c'est une dette qui a été contractée sans respecter l'intérêt général de la population d'un pays donné. C'est une dette qui a été contractée pour favoriser l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée. On peut donner un exemple simple qui vaut pour plusieurs pays de l'Europe centrale et de l'Est. Des gouvernements empruntent de l'argent pour organiser une politique de privatisation d'entreprises qui étaient publiques et qui sont de grande importance pour l'intérêt général, et vendent ces entreprises à quelques oligarques qui en profitent un maximum et placent leur argent accumulé de manière souvent frauduleuse dans des paradis fiscaux. Dans le cas de l'Ukraine, c'est souvent à Chypre par exemple. Des dettes illégales, ce sont des dettes qui sont contractées sans respecter la loi en vigueur. Donc une dette qui est contractée liée à une politique de corruption, c'est-à-dire quand le gouvernement contracte une dette en recevant des pots de vin, donc de la corruption de la part des créanciers, c'est une dette clairement illégale. Les dettes odieuses. Les dettes odieuses, on peut dire qu'il y a 2 grandes catégories. Des dettes contractées par un régime non démocratique, sans consulter la population, c'est une dette odieuse. C'est intéressant de mentionner ici en Ukraine, ancienne composante de l'Empire russe, que le grand juriste qui a défini la doctrine de la dette odieuse s'appelle Alexander Sak. C'est un ancien ministre du Tsar avant la révolution de 1917, qui a immigré après la Révolution et est devenu professeur de droit international à l'université à Paris et a produit cette doctrine de la dette odieuse qui est acceptée internationalement. Une autre façon de caractériser la dette odieuse, c'est de dire c'est une dette qui est contractée à condition de violer les droits
économiques, sociaux, culturels, les droits civils et politiques de la population. Les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques qu'on appelle les droits humains sont protégés par des pactes internationaux signés par la majorité des États membres des Nations Unies. Et par exemple, le fait que le Fonds monétaire international impose à certains pays qui lui empruntent de l'argent de licencier massivement du personnel des services publics ou de réduire radicalement le salaire minimum légal, ce sont des violations des droits économiques et sociaux garantis par ces pactes, et donc on peut considérer que c'est une dette odieuse. Alors j'en arrive à la quatrième définition, une dette insoutenable. Une dette insoutenable, jusqu'ici, pour définir les trois premières catégories, j'ai dit comment la dette a été contractée. Maintenant, pour définir une dette insoutenable, on utilise un autre angle de vue. On dit une dette insoutenable, c'est une dette dont la poursuite du remboursement empêche un gouvernement de garantir à sa population l'exercice de ses droits humains fondamentaux. Alors, c'est intéressant de mentionner aussi, ici en Ukraine, qui a fait partie de l'Empire russe, que la première jurisprudence internationale sur la notion de dette insoutenable se rapporte à un litige de paiement de dette entre l'Empire ottoman et l'Empire russe. L'Empire ottoman, au début du XXe siècle, a suspendu le remboursement d'une dette à l'égard de la Russie tsariste en disant « Si je continue à rembourser ma dette, je serai incapable de faire fonctionner l'État en Turquie, dans l'Empire ottoman. Et donc je dois arrêter de rembourser la dette parce que le paiement est insoutenable. » Et un tribunal international d'arbitrage a donné raison à la Turquie. Donc si je prends la peine de mentionner des exemples historiques, c'est pour dire que les définitions que je donne sont basées sur des notions de droit international et de jurisprudence internationale. En anglais, on dit basé sur la common law. Cette notion de dette insoutenable, à laquelle je viens de me référer, par exemple, existe dans le droit des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le chapitre 9 des lois américaines sur la protection des collectivités publiques en cas de menace de faillite. Simplement pour dire donc qu'il y a des définitions légales, que ça fait partie de constitutions de différents pays et qu'un gouvernement d'un pays donné peut se baser sur le droit international pour poser un acte de suspension de paiement de la dette si il est convaincu que cette dette est soit illégitime, soit illégale, soit odieuse, soit insoutenable, ou bien que les 4 critères sont réunis. Et donc, encore très rapidement, une caractérisation de l'audit. On peut dire qu'il y a 4 types d'audit dans le cas des dettes publiques. Il y a l'audit d'initiative citoyenne, il y a l'audit réalisé par le gouvernement, il y a l'audit réalisé par le pouvoir législatif, le Parlement, et il y a l'audit réalisé par le pouvoir judiciaire. Donc l'audit, c'est un processus qui consiste à analyser le caractère légitime, légal, odieux, soutenable ou insoutenable des dettes réclamées au pouvoir public. Dernière notion générale avant d'entrer dans des cas concrets. Un point très important de ma démonstration, c'est de dire la suspension du paiement de la dette pour un pays endetté, c'est le moyen de changer le rapport de force avec les créanciers. Et donc je vais prendre maintenant l'exemple de la Grèce. En 2011, alors que la crise avait commencé en 2010, une initiative d'audit citoyen a été créée par
différents représentants d'organisations sociales, syndicales, citoyennes, des étudiants, quelques parlementaires, des intellectuels, qui ont créé une commission d'audit citoyen. Cette initiative a eu un écho important dans la population grecque et notamment via un film qui s'appelle Debtocracy, que je vous recommande de regarder si vous pouvez lire les sous-titres en anglais ou en français ou dans une autre langue internationale. Vous pouvez trouver ce film sur Internet sans aucun problème. Il est en téléchargement gratuit. Il s'appelle donc Debtocracy. Cette initiative d'audit citoyen a eu un tel écho dans le public que le parti de gauche radicale qui s'appelle Syriza a intégré en 2012 la revendication de l'audit de la dette avec suspension du paiement de la dette comme un des points principaux de son programme électoral. Et le fait d'intégrer dans son programme électoral cette revendication lui a permis notamment de multiplier par 6 son résultat électoral. Il est passé de 4% en 2009 à 27% en 2012. Comme vous le savez, Syriza a gagné les élections du 25 janvier 2015 avec 36% des voix et a pu constituer un gouvernement d'alliance avec un autre parti, s'engageant à réduire les politiques d'austérité imposées par les créanciers à la Grèce depuis 2010. En avril 2015, la présidente du Parlement grec a créé officiellement une commission d'audit de la dette et m'en a confié la coordination scientifique. Elle m'a demandé de composer la commission et donc on a composé une commission avec des représentants de 10 pays extérieurs à la Grèce, 15 représentants de 10 pays différents, plus 15 Grecs représentant différentes composantes des mouvements sociaux et citoyens grecs. Parmi les membres de cette commission, il y avait des juristes internationaux, des experts des Nations Unies, des spécialistes de l'audit des comptes publics, des spécialistes de la finance internationale et de la dette publique. Et donc on a réuni différentes personnes ayant des connaissances et des expériences complémentaires de manière à pouvoir réaliser un travail rigoureux d'audit des dettes réclamées à la Grèce. Nous avons travaillé pendant 2 mois et demi avec des réunions très intenses pour se mettre d'accord sur les définitions et pour analyser dans le détail la manière dont la Grèce avait accumulé des dettes et identifier les dettes éventuellement illégitimes, illégales, insoutenables et odieuses. Et nous avons remis nos travaux préliminaires, nos conclusions préliminaires au mois de juin, après 2 mois et demi de travail. Cette initiative de la présidente du Parlement grec était soutenue officiellement par le gouvernement grec qui a participé à la conférence inaugurale de nos travaux et par le président de la République grecque. Une grande partie de nos travaux se réalisait lors de séances publiques qui étaient retransmises intégralement par la chaîne télévisée du Parlement grec. Et comme vous le savez, généralement, les chaînes parlementaires produisent des programmes très ennuyeux que très peu de citoyens regardent. Or, dans le cas de la Grèce, nos travaux produisaient un tel intérêt dans la population grecque que de plus en plus de citoyens grecs voulaient absolument regarder nos séances publiques à la télévision en direct. Lors de nos séances publiques, l'audience de la chaîne parlementaire augmentait et les chaînes privées perdaient de l'audience. Ça se voyait de manière très claire. Et comme preuve de cela, les chaînes privées qui étaient contre l'audit de la dette et qui refusaient de parler de l'audit de la dette ont commencé à exiger de la présidente du Parlement grec de pouvoir elle-même retransmettre
nos séances publiques pour regagner des téléspectateurs et des téléspectatrices. Au cours de nos travaux, ce qui a notamment attiré l'intérêt du public, c'est que nous avons procédé à des hearings, c'est-à-dire des auditions. Nous avons invité, par exemple, un des principaux anciens conseillers du président de la Commission européenne, Barroso, qui était l'ancien président. Un de ses conseillers s'appelait Philippe Legrain. Nous l'avons invité, alors qu'il est professeur à la London School Economic, à venir témoigner devant notre commission en public sur exactement comment la Commission européenne a manipulé la situation de la Grèce au profit des intérêts des créanciers. Nos travaux étaient extrêmement dangereux pour les créanciers qui ont exercé une pression, un chantage sur le gouvernement d'Alexis Tsipras pour qu'il n'utilise pas les résultats de nos travaux dans la négociation. Le Premier ministre Alexis Tsipras a commis une très grave erreur dans la négociation avec les créanciers en acceptant de continuer à rembourser la dette. Il aurait dû, en réalité, à partir de la fin du mois de février 2015, suspendre le paiement de la dette et dire que tant que l'audit était en cours, la suspension de la dette continuerait. S'il avait suspendu le paiement de la dette, il aurait obligé les créanciers à réellement participer à une véritable négociation. Tandis que, comme il a continué à rembourser la dette et qu'il a notamment remboursé 7 milliards d'euros entre février 2015 et juin 2015, il n'a absolument pas forcé les créanciers à venir s'asseoir à la table de négociation pour faire des concessions. Qu'est-ce qui était possible de faire en Grèce et qui n'a pas été fait? Je viens de dire suspendre le paiement de la dette à partir de la fin du mois de février, mais ça devait être combiné à d'autres mesures concrètes qui consistaient à abroger les mesures les plus antipopulaires qui avaient été imposées par la Troïka. Il aurait fallu également socialiser les banques. Les banques grecques sont dominées par des actionnaires privés minoritaires. L'État grec est majoritaire dans ces banques parce que l'État grec a sauvé ces banques il y a quelques années, mais l'État grec n'exerce pas son droit d'actionnaire principal. Il laisse ce droit-là aux actionnaires privés. Il fallait donc socialiser les banques et les transférer dans le secteur public pour les assainir et les mettre au service de la population. Il aurait fallu aussi créer une monnaie complémentaire qu'on appelle une monnaie électronique qui aurait permis à la Grèce, tout en restant dans la zone euro, de compléter les euros qu'elle utilise par une monnaie électronique. Третій захід, який треба було зробити, це ввести додаткову грошову одиницю, так звану електронну валюту, яка б допомогла б, окрім наявної валюти євро, також ввести цю електронну валюту, яка б допомагала б також вижити широким прошаркам населення. Il y a plusieurs expériences concrètes de monnaie électronique, notamment une expérience mise en place par le gouvernement équatorien depuis 3 ans, qui fonctionne très bien dans ce pays. Bien sûr, ce que le gouvernement d'Alexis Tsipras aurait dû faire aussi, c'était prendre des mesures fiscales très fortes pour augmenter les revenus de l'État en faisant payer ceux qui profitent de la crise et qui en sont largement responsables. Et donc, alors que le gouvernement de Tsipras a capitulé face à la Commission européenne et au Fonds monétaire international en juillet-août 2015, je suis persuadé qu'il était possible de mettre en place une politique alternative qui aurait donné la victoire au gouvernement d'Alexis Tsipras et au peuple grec face aux créanciers pour obtenir une solution juste. Au cours des 20 dernières années, nous avons plusieurs exemples de pays qui
ont suspendu le paiement de la dette et qui ont obtenu des victoires totales ou bien partielles. La Russie, en 1998, a suspendu le paiement de la dette sans demander l'autorisation aux créanciers et en suspendant le paiement de la dette, les a mis en difficulté et a obligé les créanciers à réduire la dette russe de 40%. Un autre pays, l'Argentine, qui est une des principales économies de l'Amérique du Sud, a suspendu le paiement de sa dette entre la fin de l'année 2001 et mars 2005. Elle a suspendu le paiement d'une dette de 90 milliards de dollars, donc une dette supérieure à la dette ukrainienne actuelle. Et grâce à la suspension du paiement, elle a pu relancer son économie et finalement imposer aux créanciers de réduire la dette de 65%. Les deux exemples les plus intéressants sont les exemples de l'Équateur et de l'Islande. En 2007, le président équatorien a créé une commission d'audit de la dette et m'a demandé d'en faire partie. Et nous avons, pendant 14 mois, analysé les dettes qui étaient réclamées à l'Équateur. Sur la base des résultats de nos travaux, le gouvernement équatorien a suspendu le paiement d'une dette commerciale, c'est-à-dire d'une dette sous forme de titres souverains vendus à Wall Street, à partir de novembre 2008, en disant que cette dette était une dette illégitime et illégale, comme l'avait démontré notre commission d'audit. Grâce à la suspension de paiement qui a duré de novembre 2008 à juin 2009, l'Équateur a réussi à imposer aux créanciers une réduction de 70% de sa dette, c'est-à-dire qu'il a racheté les titres qu'il ne remboursait pas à une valeur de 70% inférieure à leur valeur initiale. L'Équateur, grâce à cette opération, a pu augmenter très fortement les dépenses en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de création d'emplois. Il a augmenté de 100% le salaire minimum légal et la situation de vie de la majorité de la population équatorienne s'est fortement améliorée en 2009, 2010, 2011, 2012. L'exemple, c'est le dernier exemple que je vais donner, le plus récent, c'est celui de l'Islande. L'Islande a connu un effondrement de son système bancaire privé en 2008, en même temps que la faillite de la banque Lehman Brothers aux États-Unis. La faillite de la principale banque privée islandaise a entraîné des pertes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et les gouvernements britanniques et hollandais ont indemnisé les clients de la banque privée islandaise et ensuite ont demandé à l'Islande de rembourser le gouvernement britannique et le gouvernement hollandais. Et l'Islande a refusé de rembourser cette dette. Le gouvernement du Royaume-Uni était extrêmement mécontent, fâché contre l'Islande, au point qu'il a mis sur la liste des organisations terroristes en Grande-Bretagne le pays Islande, en gelant tous les fonds islandais au Royaume-Uni. Et malgré ça, l'Islande, sous pression populaire, parce que le peuple ne voulait pas que l'Islande rembourse au Royaume-Uni et à la Hollande une dette qui était due en fait par une banque privée qui avait une faillite frauduleuse, l'Islande a continué à refuser de payer et a finalement gagné contre le Royaume-Uni et contre la Hollande devant une cour d'arbitrage internationale en janvier 2013. Cette cour d'arbitrage internationale a émis une sentence disant qu'il n'y avait aucune obligation pour un État d'indemniser d'autres États en cas de faillite d'une entreprise privée. Si ça avait été une entreprise publique, l'Islande aurait dû indemniser
le Royaume-Uni et les Pays-Bas, mais comme il s'agissait d'une entreprise privée, il n'y avait aucune obligation de la part de l'État islandais. Et donc l'Islande a gagné contre deux pays bien plus puissants qu'elle, à savoir le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La conclusion de cette conférence, c'est de dire qu'il n'y a pas d'obligation absolue à rembourser une dette si cette dette est illégitime ou illégale ou odieuse ou insoutenable. Contrairement aux déclarations permanentes de membres du gouvernement ukrainien ou de dirigeants du Fonds monétaire international qui disent dans tous les cas, il faut toujours rembourser la dette et il n'y a pas d'alternative à cela. Au contraire, la réalité récente nous montre que des pays peuvent parfaitement entrer en conflit avec leurs créanciers et finalement obtenir une victoire totale ou partielle si les dettes réclamées par ces créanciers sont injustes. C'est très important que vous, citoyens ukrainiens, vous, jeunes étudiants de l'université polytechnique, vous, syndicalistes, vous, citoyens en général, vous preniez la peine d'analyser les dettes qui sont réclamées à votre pays, que vous essayez de comprendre et de conclure si ces dettes sont justifiées ou si, au contraire, il faut s'engager dans un combat de longue durée pour le refus du remboursement de cette dette si elle est illégitime. Merci beaucoup pour votre attention. Отже, остання фраза – це те, що ви є громадяни, ви студенти, ви інтелектуали, викладачі і так далі, всі прошарки населення, ви громадяни маєте взяти собі за труд, дослідити ґрунтовно, послідовно і в довготривалій перспективі, чи є ці борги, які взяла держава, законними, чи є вони справді обґрунтованими, чи, можливо, вони абсолютно не є виправданими і злочинними. На цій ноті я вам дякую. Merci. Merci beaucoup. Vous faites un effort énorme pour soi. Дуже дякую Еріку Тюссену за